Il devient le 26e Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Il est aussi le plus jeune, à 34 ans. Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne à Matignon. C'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le Président de la République a nommé Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. En France, la mise en examen de la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, est accusée de corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. Madame Amélie Oudéa Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Le gouvernement Attal a donc connu vendredi sa première polémique quand la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa Castéra, s'est exprimée sur la scolarisation de ses enfants dans le lycée privé Stanislas. Ce que nous devons au pays, c'est d'agir, d'expliquer, de répondre et de le faire toujours avec la plus grande dignité parce que c'est le respect que nous nous devons et que nous devons à nos compatriotes. Le récent remaniement gouvernemental a au moins un mérite. Il permet de mieux comprendre les qualités qui peuvent éventuellement accélérer une carrière au sein de la Macronie, même lorsque ces qualités contredisent complètement certains des beaux et grands principes dans lesquels se drape toujours le chef de l'État français. On se rappelle par exemple qu'en 2017, le candidat Macron avait promis pendant sa campagne électorale une république exemplaire. Il expliquait alors que le principal danger pour la démocratie était, je cite, « la persistance de manquements à la probité parmi des responsables politiques », et il soutenait qu'un ministre devait quitter le gouvernement s'il était mis en examen. Sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Plus récemment, c'était au mois de juillet 2023, il avait demandé à ses ministres d'être exemplaires dans tous les détails de leur action, de leurs expressions et de leur vie, et d'agir toujours avec la plus grande dignité. Ce projet, ce cap, et ces éléments de rentrée, nous aurons collectivement à les servir d'abord avec exigence et exemplarité. Vous êtes regardés dans tous les détails, si je puis dire, de votre action, de vos expressions, de votre vie. Et ce que nous devons au pays, c'est d'agir, d'expliquer, de répondre et de le faire toujours avec la plus grande dignité parce que c'est le respect que nous nous devons et que nous devons à nos compatriotes. Au fil des ans, cependant, ces belles promesses et ces magnifiques préceptes ont souffert quelques exceptions. Le cas d'Éric Dupond-Moretti, maintenu dans ses fonctions ministérielles après sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, étant probablement l'exemple le plus emblématique de cet assouplissement par le président Macron des règles dictées par le candidat Macron. I've changed my mind. Mais le remaniement de la semaine dernière a montré que cet assouplissement pouvait aller plus loin encore et qu'il était désormais possible dans la France de 2024 de devenir ministre même quand on est sous le coup d'une mise en examen pour corruption, comme l'a prouvé la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Par un complet retournement, les possibles manquements à la probité que Macron présentait comme rédhibitoires en 2017 semblent donc être définitivement devenus 7 ans plus tard parfaitement acceptables. Par ailleurs, le remaniement de la semaine dernière nous a confirmé que le mensonge en Macronie reste plus que jamais une vertu cardinale. Quelques heures après sa nomination, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra, a ainsi déclaré qu'elle avait scolarisé ses enfants dans l'enseignement catholique privé à cause de l'absentéisme qui sévissait selon elle dans la classe de son fils aîné lorsqu'il était inscrit à l'école élémentaire Littré, dans le très protégé 6e arrondissement de Paris. Très vite cependant, et sans véritable surprise, il est apparu que cette déclaration, qui a très logiquement scandalisé la communauté enseignante, était quelque peu fantaisiste, pour le dire très gentiment. Tu mens, il ment. Le journal Libération a en effet retrouvé l'institutrice du fils de la ministre, qui se dit furieuse d'avoir été ainsi mise en cause. Elle dément formellement avoir été absente, et elle explique qu'en cas d'absence, les enseignants de l'école Littré étaient de toute façon systématiquement remplacés. Amélie Oudéa Castéra, la ministre de l'Éducation, arrive à l'instant dans cette école Littré du 6e arrondissement où son fils aîné a été scolarisé pendant 6 mois. Elle déplorait les paquets d'heures non remplacés dans cette école.
Elle vient voir les enseignants, Amélie Oudéa-Castéra. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale semble donc avoir proféré quelques inexactitudes, mais elle a évidemment été maintenue dans ses fonctions car en Macronie, les mensonges, comme les mises en examen, font désormais partie de la routine ministérielle. Forte de cette impunité, Amélie Oudéa-Castéra s'est même offert le luxe de proférer une nouvelle extravagance en expliquant que les dénonciations de ses propos étaient, je cite, des attaques personnelles portant sur sa vie privée, alors que c'est elle qui a d'abord invoqué cette vie personnelle pour tenter de justifier la scolarisation de ses enfants dans l'enseignement privé plutôt qu'à l'école publique. Pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas ? Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. On est très loin, décidément, de l'exemplarité dont Emmanuel Macron se prévalait encore en juillet dernier, lorsqu'il demandait à ses ministres d'agir toujours avec la plus grande dignité. Il y a eu des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible, et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là, des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire, et je m'arrêterai là, c'est que jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Mais une fois qu'on a dit tout ça, il faut aussi et surtout constater qu'à chaque fois qu'on parle de la mise en examen de Rachida Dati ou des approximations d'Amélie Oudéa-Castéra, on passe à côté de sujets qui auraient mérité un peu plus d'attention. Les toutes premières déclarations faites par Gabriel Attal, immédiatement après sa nomination à Matignon, par exemple, ont assez rapidement été occultées par l'annonce des noms des membres de son gouvernement, par les commentaires consacrés donc aux ennuis judiciaires de la nouvelle ministre de la Culture, puis par la polémique provoquée par les déclarations de sa collègue de l'Éducation nationale. Ces déclarations du nouveau Premier ministre sont donc passées un peu inaperçues et c'est dommage, car elles donnent de précieuses indications sur ses intentions et promettent des lendemains difficiles aux bénéficiaires des minima sociaux et aux chômeurs, mais aussi aux salariés, c'est-à-dire en somme, à l'immense majorité des Français. Gabriel Attal a en effet déclaré d'une part qu'il entendait faire en sorte que travailler soit, je cite, toujours mieux valorisé que ne pas travailler, et il a promis d'autre part ce qu'il a appelé une simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs, fin de citation. En expliquant, comme il l'a donc fait, que travailler devait toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, le Premier ministre suggère évidemment que tel n'est pas le cas aujourd'hui et qu'il serait au fond aussi rentable de ne pas travailler que de travailler. Gabriel Attal reprend donc à son compte les discours trompeurs et mensongers des représentants les plus radicaux de la droite réactionnaire, selon lesquels les bénéficiaires du RSA et de l'allocation chômage se vautreraient volontairement dans la fainéantise, comme l'a encore répété Laurent Wauquiez, le président républicain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la gestion fait actuellement l'objet de 2 enquêtes judiciaires, lorsqu'il a une nouvelle fois estimé, dans un post publié sur X le 10 janvier dernier, que notre système social est devenu absurde et favorise l'assistanat. Fin de citation. Mais le Premier ministre ne se contente pas de stigmatiser les Français les plus démunis en suggérant qu'ils ne feraient pas suffisamment d'efforts pour retrouver du travail et qu'ils s'épanouiraient au contraire dans une fainéantise sponsorisée par les contribuables. Gabriel Attal promet aussi, sans bien sûr l'énoncer distinctement, de s'en prendre aux salariés, car c'est bien ainsi que doit s'entendre sa promesse de simplifier drastiquement la vie des entrepreneurs. C'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. En 2015, rappelons-nous, le socialiste à guillemets François Hollande, alors président de la République, avait lui aussi promis une loi destinée, assurait-il alors, à simplifier la vie des entreprises, en assouplissant le code du travail. Il s'agissait, avait-il expliqué, de libérer les initiatives et de mieux organiser le travail. Et bien sûr, il avait promis que cette loi travail, rejetée par plus de 65% des Français et par la plupart des organisations syndicales, à l'exception évidemment de la CFDT, permettrait, je cite encore, de mieux protéger les salariés et de créer de l'emploi. On sait ce qu'il en a réellement été. Après la répression extrêmement brutale des immenses manifestations de protestation contre cette casse programmée du Code du travail, le premier coup de matraque est pour un confrère photographe. Poussez-vous, allez, poussez-vous, c'est bon, monsieur. Putain, merde! Laissez-nous faire notre travail! Tandis que les journalistes sont pris à partie en tête de manif, à l'arrière, la charge blesse au moins 3 jeunes. La loi avait finalement été adoptée grâce déjà au recours à l'article 49.3,
qui avait permis à François Hollande de l'imposer sans passer par un vote des députés. Et elle avait été chaudement acclamée par la presse de droite. Dans un article publié en 2017, un an après son adoption, Le Figaro avait par exemple ovationné, je cite, « ces nouveaux accords autorisant les entreprises à modifier les contrats de travail afin que les salariés travaillent plus, tout en se réservant la possibilité de revoir à la baisse ou de supprimer carrément certains éléments de rémunération ». Le programme présenté par Gabriel Attal est donc doublement pervers. D'abord parce qu'il stigmatise les bénéficiaires des minima sociaux pour mieux faire semblant de valoriser le travail, et ensuite parce que précisément, cette prétendue valorisation du travail est d'une immense hypocrisie, puisqu'en réalité, le Premier ministre, en simplifiant la vie des patrons, va très évidemment, et comme toujours en pareil cas, très sérieusement compliquer celle des travailleurs. Il s'agit de faire preuve d'efficacité, de briser même certains tabous, de ne pas avoir peur de soulever certains mécontentements au service des Français. De l'audace, de l'efficacité, de l'action. C'est ce qui est demandé à ce nouveau gouvernement, ce à quoi je m'emploierai. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions.